Goodbye Scotland, welcome England. On a gardé un souvenir énorme. Vraiment, ils ont été exceptionnels. Nous sommes en avril 1944. Après les longs mois d'entraînement à la dure, à 2 pas du Loch Ness, puis les premières opérations commando qui ont laissé des traces, les kiffers ont droit à une petite bouffée d'oxygène. On était bien chez l'habitant. Oh, toute relative, hein. Ils sont toujours soldats, commandos. Leur quotidien reste exigeant avec une succession d'entraînements, des mises à l'épreuve et des sorties dans la boue et dans le froid. Le commandement britannique n'est jamais en mal d'inspiration là-dessus. Et surtout, ils ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés quand l'assaut va commencer. Parce qu'il va avoir lieu cet assaut, personne n'en doute à ce moment-là. On va projeter les kiffers en première ligne. Mais où ? Comment ? Ils se murmurent même qu'ils vont être envoyés pour une opération en Extrême-Orient, alors que les kiffers n'ont qu'une envie, délivrer la France. En attendant, les commandos, comme des milliers d'autres soldats alliés d'ailleurs, sont stationnés dans le sud de l'Angleterre. Certains sont installés à Bexhill et Eastbourne, près de Douvres. D'autres ont leur quartier à Camberley, au sud de Londres. Beaucoup aussi autour de Portsmouth et Southampton. Jamais très loin de la mer, il faut bien s'y habituer. C'est là que nos Français profitent de la vie british. Bienvenue dans les voix du Commando Kiffer, un podcast France Bleu avec le Mémorial de Caen. Je m'appelle Julien Corbière, épisode 3, veillée d'armes sur les côtes anglaises. Cette nouvelle vie anglaise, elle se passe chez l'habitant. Léon Gauthier, Paul Chausse, Francis Guézenec et les autres sont logés par des familles anglaises. Alors ce n'est pas vraiment du bed and breakfast, on est d'accord, mais c'est presque du luxe par rapport à ce qu'ils ont connu dans les baraquements du camp écossais d'Acknacarry. Dès son installation en Angleterre, Paul Chausse, le Normand des kiffers, toujours là, apprend un nouveau mot. On était ce qu'on appelle en billette. En billette. Le billette ou la billette, prononcez-le comme vous voulez, c'est billet en anglais pour billet de logement. Un héritage de la guerre 14-18 reproduit en 39-45. Les soldats étrangers sont accueillis dans des familles anglaises près de leur cantonnement, munis à chaque fois d'un billet de logement fourni par le commandement britannique. Là, c'était fantastique aussi parce que on allait de maison en maison. Et il y a quasiment toujours de la place parce que le ou les fils de la famille sont eux aussi partis à la guerre. Alors ces kiffers prennent un peu leur place. Je me rappelle, surtout à New Haven, j'avais un billet, c'était une vieille fille, mais alors qui était maniaque de la propreté. Quand je rentrais le soir d'un exercice tout dégoulinant, tout dégueulasse, elle me disait « Oh, what a shame !» Alors, au bout de quelques jours, je me dis « Tu l'as fait souffrir cette pauvre femme quand même. » Je suis allé ailleurs après. Donc ils ont été vraiment formidables. D'ailleurs, à la fin de la guerre, il y a plusieurs Français qui se sont mariés avec des Anglais, qui sont restés en Angleterre, et d'autres qui ont ramené leur femme en France. Francis Guézenec, l'ancien résistant de l'intérieur qui a pris la mer pour rejoindre la France libre à Londres, s'installe lui à Hyde Park. C'était une famille, donc la mère, elle avait 2 enfants, et lui était mobilisé dans la DCA à Douvres. Et avant qu'on arrive là, elle fricotait avec un Américain. Je ne sais pas comment l'Américain est arrivé là d'ailleurs, enfin bref. Et j'ai vécu, parce que c'est quelque chose d'unique. Alors, son mari est venu en permission. Et comme je me rendais compte de ce qui se passait, elle a eu peur que je parle à son mari. Donc elle me donnait de l'argent pour que je ne dise rien. Alors les Français, on avait toujours des combines, hein, mais on les a vite perdus. Hein. En plus, on avait un salaire qui était intéressant. Hein. Et on avait de l'argent pour payer les gens, et quelquefois les gens n'acceptaient pas tout l'argent. Hein. Les gens ils nous laissaient de l'argent. Dans les patelins où on était, si on avait loin à se déplacer, on pouvait se permettre de prendre un taxi. Hein. Dans la vie des commandos kiffers, à ce moment-là, il y a donc une maison dans une famille anglaise, un travail, celui de soldat. Et puis, il y avait une autre vie un petit peu, c'est-à-dire avoir certaines des relations avec les jeunes de notre âge ou des jeunes filles de notre âge. Donc, c'est normal d'arriver à 18-19 ans, bon. C'est bizarre, hein, ils ont tous un petit sourire en coin, nos kiffers, quand ils racontent leurs billettes. Et c'est bizarre aussi parce que presque systématiquement, il est question de la fille ou de la sœur de la famille. On ne saura pas tout,
Et après tout, ça n'a pas changé le sort de la guerre. La dernière que j'ai faite, c'était chez Mrs. Pack. Léon Gauthier. Son mari était chauffeur de locomotive, donc il n'était pas toujours à la maison. Et Marie, que je connaissais, Dorothy, cette femme-là qui était seule souvent, on la sortait le soir à deux, on l'emmenait au cinéma. Après le cinéma, on l'emmenait prendre un fish and chip. On lui fait prendre un verre de bière, là, et puis bon, on rentrait à la maison. Mais là, par contre, on était comme des coqs en pâte, là. Elle nous faisait même nettoyer nos guettes, tout ça, le lavage, repartage, là. On était vraiment comme à la maison chez elle. C'était même plus la guerre. Tenez, sachez que cette Dorothy dont parle Léon Gauthier deviendra plus tard sa femme. Un amour de jeunesse rencontré à l'occasion d'une billette. Un demi-siècle plus tard, Dorothy viendra finir sa vie avec Léon à Ouistreham, en Normandie. Mais pour l'heure, nous sommes au début du printemps 1944. Et il y a quelque chose dans l'atmosphère qui est en train de changer. Et ça, on le sentait déjà, là. Même les civils le sentaient. Car quand Dorothy venait me voir à Bexhill, elle savait qu'elle me reverrait qu'après le débarquement. Dans sa tête, c'était comme ça. On nous fait graisser nos armes, nettoyer nos armes, les laisser là. On commence à faire des sorties sans armes. Les armes sont toutes prêtes, vous voyez, là. On ne sort plus avec nos armes, déjà. Vous voyez, il faut les garder propres. Alors là, on dit, tiens, il y a quelque chose, là. Dans les derniers jours de mai, l'ambiance devient plus lourde encore. Jusqu'au jour où les Kieffer sont envoyés dans un camp secret. Il se trouve à Titchfield, entre Southampton et Portsmouth. En réalité, c'est l'heure des ultimes préparatifs. C'est là que les Français attendent le jour J et qu'ils reçoivent les dernières consignes. Tout le monde était plus ou moins tendu. Francis Guézennec. Faut pas oublier que c'était un camp où il y avait, qui était gardé, hein, il y avait, je crois que c'était 3 rangées de barbelés. Des rangées de barbelés, un no man's land, rangées de barbelés, et ainsi de suite, gardées par la troupe. Il y avait des salles, oui, je commençais des salles ou des tentes où il y avait la représentation du terrain où nous devions travailler le 6 juin. Il y avait des photos aériennes que l'on regardait, je me rappelle, avec des lunettes spéciales qui nous permettaient de voir en... Ah oui, d'accord. Oui, et là on est resté une douzaine de jours, on nous a montré un film, je crois, pour monter la pression. Alors nos Kieffer connaissent-ils précisément le rôle qu'ils vont jouer dans la bataille historique qui se prépare? Sont-ils certains à ce moment-là que c'est en France et en Normandie que ça va se passer? Pas tous, c'est sûr, mais certains, comme le raconte Léon Gauthier, commencent à comprendre. Évidemment, nous avons des Havrais parmi nous. C'est des noms de code, hein, mais les Havrais ont été vite reconnus, disant on débarque à Ouistreham. Ça a vite été aux oreilles de Dawson et Lord Lovat qui ont dit les Français, je sais que vous avez reconnu les plages, je vous interdis de le divulguer à vos camarades britanniques. Hein, si vous le divulguez, vous partirez pas. Alors tout le monde voulait partir, donc tout le monde me tue, on parle entre nous, ça s'arrêtait là. Vous vous souvenez de René Rosset, le gamin de Tunisie? Le 4 juin 1944, il suit l'ordre donné de sortir de ce camp de Titchfield. Pour accompagner la troupe ce jour-là, il y a encore, et comme à Knackery, de la musique écossaise. Et je me rappelle parce qu'on nous avait donné un triangle jaune qu'on avait autour du cou. Certainement, c'était pour les avions, au moment du débarquement, pour qu'ils aient un repère. Hein. On a eu ce machin jaune, ce triangle jaune. Ça servait à quoi? Alors on est parti le soir, on est sorti vers 4h de l'après-midi, ou même un peu avant, et puis on a fait le tour, on a dit tiens, mais on retourne au camp. On est rentré au camp, comme il n'y avait rien dans les camps, il y avait simplement des lits pliants, ouais. Et puis le lendemain, il y a eu un petit briefing en nous disant, voilà, l'opération va être faite pour demain matin, le 6. Et là, les Anglais nous avaient mis des cartons avec des cigarettes, vous voyez, des paquets de gâteaux, là. Donc vous embarquez à Southampton, ça à côté de Southampton, oui. Ouais. À Warsach, Warsach, c'est ça, oui. C'est une petite plage à quelques miles de Titchfield. Aujourd'hui, c'est une marina où les Anglais de Southampton et Portsmouth, les plus aisés en tout cas, profitent de leurs bateaux de plaisance le week-end. Début juin 1944, à Warsach, il n'y a pas encore ce ponton de bois qui donne au lieu un aspect très touristique. Mais la rivière Humble, qui sépare les deux grandes villes, coule ici et se jette dans la Manche par un large estuaire. C'est idéal pour stocker des bateaux et des troupes.
Et il y a déjà ce pub, le Rising Sun. Depuis la fenêtre, attablé devant une bière peut-être, on peut parfaitement observer une grande partie de l'énorme armada qui se met en branle. Sur Terre, il faut imaginer une incroyable fourmilière de soldats anglais, américains, polonais, des convois de ravitaillement qui font des allers-retours. Dans l'estuaire, tout le catalogue des navires de guerre britanniques et américains. Il n'en manque aucun. Le 4 juin au soir, le signal du départ a donc été lancé dans la précipitation. Les kiffers n'ont même pas le temps d'embarquer qu'un contre-ordre est donné. Retour sur la terre ferme, la nuit passe. Le 5 juin, ça s'agite à nouveau, et cette fois, ça sent le vrai départ. Enfin, il est environ 17 heures. Ici, je vais prendre le temps de vous présenter un autre kiffer, Otto Zivolava, dit Zivo. Peut-être celui avec le parcours le plus atypique. Regard noir, nez fort, il a choisi de s'engager dans la Légion étrangère. Parce que Zivo n'est pas français de naissance comme les autres, lui est né en Autriche, il a fui le nazisme dès l'âge de 16 ans. Pour l'embarquement, moi, j'avais pas du tout l'impression que c'était une affaire immense, gigantesque. Personne ne savait pu imaginer que ça existe, ça aurait pu exister. Alors on embarque, on s'installe avec les sacs, tout le truc qu'il y avait, on s'installe. C'était fin d'après-midi. Parce qu'après c'est devenu une nuit noire. On dit bon, maintenant vous vérifiez les armes, si tout est en ordre, parce que vous les vérifiez encore avant le débarquement. Alors on donnait notre ticket embarquement, puis des plaisantins, moi aussi, j'ai des tickets débarquement, on n'a pas. Mais on n'avait pas pensé pour avoir peur, par exemple. On n'avait pas, parce qu'on a fait tellement des exercices avec des barges, on sautait dans l'eau, on allait de l'eau, on allait vers les bateaux pneumatiques et on faisait des kilomètres avec. Alors moi, je l'ai mis dans le même système comme les exercices. Il y avait toujours la mer, des vagues, les armes, les sacs, les munitions. On a partagé, chacun, ou la plupart, avait comporté 3 bombes de mortier. C'était préparé avec une poignée pour tenir. On armait les grenades, on en avait 6. Et ceux qui avaient des fusils touchaient les bandes de fusils par cartouche. Voilà. On avait amené 20, 30, 40, on ne va pas faire un concours de tir. Parce qu'on nous a toujours appris de tirer le moins possible, de tirer seulement si vous êtes sûr d'avoir touché quelqu'un. Parce qu'on ne fait pas un feu d'artifice. Les gens, quand on voit la télévision, qui tirent avec une mitraillette, quand on les compte les balles, il y en a 200. Ça fait un effet, bien sûr. Mais avec la mitraillette, c'est lourd, les munitions. Nos 177 kiffers sont déplacés dans des camions bâchés. Ils sont largués d'abord dans un champ où ils jouent au foot sans ballon, avec une boîte de conserve vide, façon de se détendre. Au loin, on entend toujours la cornemuse qui encourage les soldats prêts à embarquer. Ils prennent place à bord de leurs 2 Landing Craft Infantry Small, ce qu'ils appellent des LCI dans leur jargon, ou plutôt ils sont entassés dans ces embarcations sans confort. Et Kieffer nous a fait un discours aussi. Léon Gauthier. Un discours, il dit voilà, il finit comme ça, d'ailleurs, bon, demain en France, bon, il n'a peut-être pas dit d'entre vous qui reviendront intacts, mais celui qui ne veut pas partir, il peut sortir des rangs. Il n'y a personne qui est sorti. À ce moment-là, Otto Zivolava et Léon Gauthier sont dans des barges différentes. La 527 pour la troupe 1, la 523 pour la troupe 8. Mais quand les amarres sont larguées, à 17h30, quand ils quittent le port de Warsach et qu'ils entament doucement la descente de l'estuaire direction la haute mer, Otto et Léon pensent la même chose, ils vont revoir la France. Vous venez d'écouter Les Voix du Commando Kiffer, un podcast coproduit par France Bleu Normandie avec le studio de création France Bleu.
Cette série a été imaginée avec l'historien Stéphane Simonet et avec le concours du Mémorial de Caen. Journaliste Julien Corbière. Technicien Benoît Cousin et Jean du Cimetière. Production Véronique Sapé et Fanny Rascle. Vous pouvez écouter dès à présent l'épisode 4 pour découvrir la suite de l'histoire des commandos Kieffer, Neptune ou le retour au pays, ou cliquez sur le zoom que je vous propose avec Stéphane Simonet pour en savoir plus sur la préparation secrète des plans du débarquement. À bientôt.